Ce type a arraché l'ours des mains de mon fils, s'est levé et l'a balancé par-dessus le balcon. C'est l'un de ces récits où, même des mois ou des années plus tard, on a encore du mal à croire que ça s'est réellement passé. Ma meilleure amie est venue passer le week-end chez mon mari et moi. Elle et moi sommes allés dans un vignoble, on a bien bu, on rentre à la maison pour finir la soirée avec un feu de camp et quelques amis. Je vais me coucher. Mon mari, qui n'avait pas bu, ramène des gens chez eux et verrouille la maison. Le lendemain matin, je me lève, et je la trouve allongée par terre dans la salle à manger, complètement nue du bas, avec son pantalon trempé d'urine posé à côté d'elle. Elle repart plus tard dans la journée. Mon mari m'avoue alors qu'elle a essayé de lui faire une fellation pendant que je dormais, et quand il a refusé, elle lui a dit « Allez, tu sais que t'en as envie ». Elle était fiancée à une femme à l'époque. Aujourd'hui, elles sont mariées. Autant dire qu'après ça, notre amitié ne s'en est jamais remise. Mais ce n'était que le début. En changeant les draps après son départ, je découvre qu'elle a uriné dans notre lit et que ça avait traversé jusqu'au matelas. Elle avait aussi vomi sur la moquette. Quand je lui en parle, elle propose de faire livrer un nouveau matelas et d'envoyer quelqu'un nettoyer les tapis. Déjà, ça en dit long. Puis elle m'envoie un email d'excuses. Dans ce message, elle tente de justifier son comportement, elle croyait que tout le monde était bourré, non, seulement elle, et ajoute qu'elle a le sentiment d'avoir couché avec quelqu'un, mais sans preuve et qu'elle se sent violée. Quand j'ai lu ça, j'ai immédiatement paniqué. Je lui ai écrit pour lui demander si elle insinuait que mon mari avait abusé d'elle. Elle a nié en bloc, non, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Alors je lui demande ce qu'elle voulait dire. Elle répond, laisse tomber. Bien sûr que non. Je n'allais pas laisser ça tomber. À noter aussi, elle était en plein cycle menstruel, elle a vomi et uriné dans plusieurs pièces, et elle pèse un poids conséquent. Si quelqu'un avait fait quoi que ce soit dans ma maison, ma salle à manger est très lumineuse, mes draps étaient blancs, je l'aurais su. Ce que j'ai vu, c'est une femme complètement hors de contrôle, incapable d'assumer son comportement, et prête à tout pour détourner la responsabilité. Sa propre compagne m'avait déjà confié que, quand elle buvait trop, elle envoyait des photos nues à des hommes de son entourage. Donc ce n'était pas nouveau. Je me suis longtemps demandé si je pouvais continuer cette amitié. Mais un jour, mon mari m'a posé une simple question, si un de mes potes faisait ça avec toi, tu serais à l'aise que je reste pote avec lui. Et là, j'ai su. Fin de l'histoire. Suppression Facebook, message d'adieu très clair, numéro bloqué. Et ensuite, cerise sur le gâteau, elle m'a dit que mes services de demoiselle d'honneur ne seraient plus nécessaires. Comme si j'avais encore envie de me pointer à son mariage après tout ça. Honnêtement, je pense qu'elle voulait surtout trouver quelqu'un à blâmer pour ne pas affronter le fait qu'elle avait été, ce soir-là, absolument lamentable. Elle a couché avec mon ex-mari pendant que j'étais au travail. On était mariés depuis à peine 2 semaines. 2 semaines. Elle et sa gamine avaient besoin d'un endroit où dormir, soi-disant juste pour une nuit ou 2, alors j'ai dit oui. Par gentillesse. Par naïveté aussi, probablement. Premier jour. Je rentre chez moi. Mon mari est en caleçon, affalé dans le canapé. Elle descend les escaliers en remettant sa chemise. Son gosse n'est même pas là. Pas d'excuses, pas de tentative pour cacher quoi que ce soit. Juste ce genre de silence pesant où tout est déjà dit sans qu'un mot soit prononcé. J'étais furieuse, mais surtout blessée. Et le plus triste dans tout ça, c'est que je suis resté. 3 ans. 3 ans à fermer les yeux sur des trucs que je n'aurais jamais dû tolérer. Et il y a eu ce jour-là, celui où il m'a littéralement envoyé un message pendant que j'étais au boulot pour me dire qu'il avait couché avec elle. Comme si c'était une info banale. Je n'ai même pas réagi tout de suite, je crois que je n'en avais plus la force. C'était devenu presque habituel. En rentrant ce soir-là, j'étais vidé. J'avais juste envie de dormir. Mais à la place,
j'ai dû prendre les clés, monter dans la voiture et ramener cette fille chez elle. Le trajet s'est fait dans un silence oppressant. Pas un mot échangé. J'étais en colère, humilié, écrasé par ce mélange de tristesse et de honte. Je me souviens avoir eu envie de hurler tout le long, mais je n'ai rien dit. Rien du tout. Le pire, c'est que je la connaissais avant tout ça. C'est moi qui les avais présentés. Et évidemment, après ça, je ne lui ai plus jamais adressé la parole. Les gens peuvent être monstrueux. Et parfois, on les laisse l'être, trop longtemps. Une amie est restée chez nous quelque temps. Elle essayait de se remettre sur pied. Je venais tout juste d'adopter un nouveau chaton, âgé d'environ 10 semaines. Un jour, je suis dans la cuisine en train de discuter avec cette amie quand j'entends mon petit chat miauler bruyamment, mais d'une manière un peu étouffée. Je commence donc à la chercher. Elle avait l'air paniquée. Cette amie reste là, un drôle de sourire en coin. Je lui demande où est le chaton. Elle me répond qu'elle n'en a aucune idée. Les miaulements deviennent de plus en plus faibles, et je fais le tour de la maison, essayant de suivre le son pour la retrouver. Elle était dans le congélateur. Qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai littéralement hurlé sur cet arrêt en récupérant mon chaton tremblant, complètement déboussolé et frigorifié. Mais qu'est-ce que t'as fait? Elle m'a souri et a dit, je croyais que tu savais, les chats adorent le froid. Je lui ai répondu que c'était parfait, et que puisque, selon elle, elle aimait et comprenait si bien les chats, elle allait sûrement comprendre à quel point il fait froid cette nuit dans la rue hors de chez moi. Je lui ai dit qu'elle avait 10 minutes pour rassembler ses affaires et dégager, sinon non seulement elle allait se faire démonter, mais en plus j'allais appeler la police pour cruauté envers un animal. Ce type qu'on a invité à notre partie de poker hebdomadaire. Enfin, en réalité, il s'est invité tout seul après avoir appris son existence par un ami commun. C'était à l'approche de Noël, donc il arrive avec 2 cakes aux fruits et dit à ma colocataire et à moi, nous sommes 2 filles, devant tous nos autres amis, principalement des mecs, que les gâteaux sont spécialement pour nous parce qu'ils sont pauvres en graisse saturée et que, je cite, les filles veulent pas grossir. Ensuite, il s'est comporté comme un vrai connard pendant toute la partie, il balançait des jetons n'importe comment, essayait de parier en dessous du minimum, se couchait hors de son tour, etc. Il était bruyant, impoli, et ne cessait de sortir des remarques bizarres toute la soirée. Alors que tout le monde commençait sérieusement à en avoir marre de lui, il se tourne vers moi et me demande si je veux sortir avec lui. Devant une douzaine de personnes. Je n'étais absolument pas attiré par lui, et je ne lui avais donné aucun signe d'intérêt. Je lui ai répondu non aussi poliment que possible, mais bien sûr, il a insisté. Il me redemande de sortir avec lui, et me sort, si tu dis non cette fois, tout le monde saura que c'est parce que tu crois que t'es mieux que moi, que je suis pas assez bien pour toi. Évidemment, j'avais envie de lui dire que je ne voulais pas sortir avec lui parce que c'était un gros con, mais je ne voulais pas finir comme le sujet d'un épisode de New York Unité spéciale. J'ai bredouillé un truc du genre, je ne cherche à sortir avec personne en ce moment, et il a fini par se taire, plus ou moins. On ne l'a jamais réinvité, et on a déplacé les parties de poker chez quelqu'un d'autre pendant un moment, juste pour être sûr qu'il ne débarque pas à nouveau. Quelque temps plus tard, il s'est fait arrêter pour avoir menacé de tirer sur son voisin à cause d'une place de parking qu'il avait déneigée. Une fille a dormi chez moi après qu'on soit sorti au bar. Je suis allé me coucher avec mon mec, je me réveille, elle est partie. Plus tard dans la journée, je vais dans la salle de bain, et là, une puanteur immonde. Je finis par tirer le rideau de douche et je découvre une bassine, celle que j'utilise pour laver les cheveux de mon enfant. Elle avait déféqué en partie dedans et en partie dans la baignoire. Déjà, c'est complètement délirant comme comportement, mais le pire, c'est qu'il y a des toilettes dans cette salle de bain. Littéralement, on doit passer devant pour arriver à la baignoire. Le soir même, je reçois un message sur Facebook, « Je suis crevé, merci de m'avoir hébergé ». Je l'ai confrontée, et elle a prétendu ne rien savoir de ce qui s'était passé.
Évidemment, elle n'a plus jamais été invitée chez moi depuis. Ma mère était en plein combat contre le cancer. Elle avait été envoyée plusieurs fois à l'étranger pour des traitements, subissait de la chimio et de la radiothérapie, tout en continuant à travailler et à s'occuper de ma grand-mère âgée. C'est l'une des personnes les plus gentilles et compatissantes de notre communauté, dont tout le monde, à juste titre, s'inquiétait pour elle et pour sa santé. Tout le monde, sauf son oncle. Lui venait régulièrement à la maison, uniquement pour se plaindre de ses problèmes de santé inexistants, sans jamais, pas une seule fois, demander comment elle allait. Même les jours où elle était alitée, dans une chambre sombre, grelottante en plein été, incapable de se lever tant elle se sentait mal, il restait dans le salon à geindre bruyamment parce que son médecin lui avait dit de modifier son régime alimentaire à cause de sa tension. C'était elle, malgré tout, qui l'écoutait avec patience, qui compatissait face à ses lamentations sans fondement. Et lui, est-ce qu'il lui a jamais rendu ne serait-ce qu'un centième de cette compassion? Bien sûr que non. Ma mère est en rémission depuis des années maintenant, mais j'enrage encore quand je pense à quel point cet homme a été égoïste, narcissique et complètement à côté de la plaque. Pour moi, il n'existe plus. La femme de l'oncle de mon mari est décédée. Ils étaient mariés depuis 30 ans, un couple adorable, et il était complètement anéanti. Tante Dot était une femme formidable, tout le monde l'adorait. Il ne supportait pas la solitude, alors il a mis une annonce sur un site de rencontre, et il a littéralement épousé la première femme qui lui a répondu. Une caricature de beauf. Il l'a amenée chez nous pour un long week-end, soi-disant pour nous aider à installer une terrasse dans le jardin et pour qu'on puisse la rencontrer. Sur la route, elle a décidé d'acheter un chiot. Non éduqué, bien sûr. Un petit poméranien. J'ai cru qu'il était adulte et propre. Quand ils sont arrivés, j'étais encore au travail. En rentrant, je découvre des flaques d'urine partout dans mon salon. Elle, tranquille, assise sur mon canapé avec un ordinateur portable tout neuf qu'il venait de lui acheter. Le chiot se baladait partout, sans surveillance. Je ne savais même pas encore ce qu'il avait fait, j'étais dans la cuisine. En à peine 5 minutes, elle commence à me raconter que les enfants adultes de Tante Dot étaient affreux, qu'ils essayaient de voler son argent, qu'ils ne l'aimaient pas, etc. Puis j'ai vu l'état de mon salon. Et le pire? Elle avait enfermé mes 2 chiens dehors. Autant dire que leur week-end a été écourté. Très écourté. Un ami s'est retrouvé sans domicile, alors je l'ai hébergé. Sans me demander, il a invité son copain, venu d'un autre état, à emménager avec nous. Je n'ai rien dit, parce que j'avais trop peur de vivre seul à ce moment-là, mon ex me harcelait et je ne me sentais pas en sécurité. Au lieu de participer au loyer, mon ami a adopté un chien trouvé sur Craigslist. Ce chien a blessé mon petit Ekel, et c'est moi qui ai dû m'occuper de lui trouver une nouvelle famille, parce que lui ne gérait rien, trop submergé émotionnellement. Il a ensuite raconté une version complètement fausse de l'histoire à son copain, me faisant passer pour une horrible personne. Mon grand-père est venu en ville et m'a aidé à ramener un futon de mon espace de stockage, pour qu'ils arrêtent de squatter le canapé. En rentrant, on découvre le copain autiste assis à l'ordi en train de regarder des vidéos furies bizarres. Je suis parti 3 jours pour assister à la remise de diplôme d'un ami à l'armée. À mon retour, il s'était barré pour aller vivre chez quelqu'un d'autre, après avoir bien sûr déblatéré dans mon dos. La maison était restée ouverte, il n'y avait ni eau pour mon chien ni pour mon chat. Au lieu de changer la litière du chat, il l'avait simplement vidée juste derrière la porte. Des canettes de bière traînaient partout, alors qu'il prétendait ne pas avoir un sou, et un magazine porno avait été laissé sur mon lit. Ils étaient là depuis moins de 3 semaines. Quelques mois plus tard, le bail de mon ami a expiré. Le couple n'avait toujours pas trouvé de travail. J'ai loué les chambres restantes à d'autres personnes. Quand mes anciens invités m'ont demandé s'ils pouvaient revenir, j'en avais assez qu'on me marche dessus. Je leur ai dit non.
À l'époque où j'étais encore célibataire, un pote et moi avons décidé d'aller faire la tournée des bars à Austin. Je n'ai jamais été un gros buveur, donc j'ai pris quelques bières sur la soirée, rien de fou. Lui, en revanche, s'est sifflé de la vodka toute la nuit comme si c'était de l'eau. Évidemment, il était dans un état lamentable à la fin, donc je lui ai dit qu'il pouvait dormir chez moi au lieu de tenter de conduire jusqu'à chez lui. Le dimanche matin, je me prépare pour aller à l'église. Je toque à la porte pour voir s'il va bien. Je lui dis qu'il peut rester dormir pendant que je suis parti, pas de souci. Il me répond qu'il doit y aller, puis se barre assez vite. Je rentre quelques heures plus tard et l'appart pue la merde. Littéralement. Je me mets à chercher l'origine de l'odeur, et ça me mène au lit d'amis. Le mec s'était littéralement réveillé en pleine nuit pour lâcher un étron de la taille d'un beagle dans mes draps, les avait enroulés, puis était retourné dormir dans le même lit, juste à côté de son propre chef-d'œuvre. Le vrai mystère là-dedans, au-delà du fait de s'endormir à côté d'un drap enroulé contenant ta propre merde, c'est qu'il aurait pu rester une fois que j'étais parti, nettoyer tout ça, et je n'en aurais peut-être jamais rien su. Va te faire foutre, Warren. Mes colocataires et moi vivions dans un sous-sol aménagé pendant notre 2e année d'université, dans une maison dont la proprio habitait l'étage au-dessus. C'était la proprio la plus cool de l'univers. Elle nous laissait faire la fête quasiment tous les week-ends sans jamais râler. Elle avait loué l'appartement à un groupe de musiciens avant nous, donc elle était déjà rodée au bruit. Un soir, elle est descendue par l'escalier intérieur reliant les 2 logements pour nous déposer du courrier. La porte qui donne accès à son étage est normalement verrouillée de son côté pour qu'on ne puisse pas monter chez elle, mais ce soir-là, elle a dû oublier de la refermer à clé en repartant. Plus tard dans la soirée, on remarque que notre pote John a disparu. Ses chaussures sont toujours là, donc on se dit qu'il est probablement sorti pieds nus pour une raison quelconque. On ne s'inquiète pas trop, surtout qu'il réapparaît environ une demi-heure plus tard, comme si de rien n'était. Le lendemain, la proprio descend et nous dit qu'on a eu un évadé la veille. On se regarde tous, un peu paumés, et là, illumination collective, John. Elle nous raconte ce qui s'est passé. Apparemment, John, complètement bourré et plein d'esprit d'aventure, a ouvert la porte menant à l'étage sans vraiment se rendre compte de ce qu'il faisait. Il est monté, a ouvert son frigo, et s'est mis à manger des poignées de tarte directement dans le moule. Et au lieu d'appeler la police ou de foutre tout le monde dehors, elle commence à discuter avec lui. Elle lui demande son âge. 19 ans. On est au Canada, donc c'est l'âge légal pour boire. Elle enchaîne avec « Depuis combien de temps tu as 19 ans ?» pensant que c'était peut-être son anniversaire, vu l'état dans lequel il était. Et là, John, sans rater un battement, répond « Ça fait 2 ans que j'ai 19 ans. Je viens de Campbell River, là-bas le temps passe très lentement. » Elle a éclaté de rire, l'a laissé finir sa tarte à la main, puis l'a gentiment raccompagnée en bas comme si rien ne s'était passé. Quand j'avais 10 ans, ma mère et moi avons traversé le pays pour déménager dans une autre ville, laissant tous nos amis derrière nous. On n'a pas pu en revoir beaucoup pendant des années. Quand j'ai eu 13 ans, j'ai dû subir une opération du genou. Une ancienne amie de ma mère, appelons la grosse connasse, a appris la nouvelle et a dit qu'elle viendrait pour nous soutenir, moi et ma mère, et nous aider pendant ma convalescence. C'était une femme que je considérais presque comme une tante. Le plan, c'était qu'elle reste 2 semaines chez nous et qu'elle m'aide pendant que ma mère était au travail. Elle arrive la veille de l'opération, partage le dîner, le petit déjeuner, nous accompagne à l'hôpital, très attentionnée et rassurante, présente à chaque moment, jusqu'au moment où je me réveille après la chirurgie. Là, on nous dit qu'elle est partie chercher à manger, mais qu'elle a trop mangé, a eu une sorte d'intoxication alimentaire, et qu'elle est rentrée chez nous pour se reposer. Sur le moment, ça paraît plausible. Mais dès ce soir-là, ma mère reste à l'hôpital pour dîner avec moi, et reçoit un appel de grosse connasse. Elle demande « Pourquoi t'es pas là ? Je suis venu jusqu'ici pour passer du temps avec toi, et tu es nulle part. » Ma mère lui répond qu'elle est à l'hôpital avec moi, évidemment. Et là, elle sort « Il va bien,
viens on va au bar. L'opération s'est avérée plus compliquée que prévu, donc je suis resté plusieurs nuits à l'hôpital. Et chaque soir, c'était la même chose, elle insistait pour sortir, se plaignait qu'on ne s'amusait pas, voulait faire la fête. Une fois que je suis enfin rentré à la maison, même scénario. Elle râlait, criait presque, je suis venu pour te voir. Pourquoi on ne sort pas? On était censé s'éclater. Elle faisait des scènes à ma mère en pleine convalescence post-op pour moi. La dernière fois que je l'ai vue, elle était censée me surveiller pendant que ma mère travaillait. Au lieu de ça, elle faisait ses valises en râlant au téléphone à son mari à propos de ma mère. Elle est partie sans même me dire au revoir. Apparemment, des années plus tard, elle a envoyé un message à ma mère pour dire qu'elle était en ville et qu'elle voulait se voir parce qu'elle lui avait pardonné. Ma mère lui a clairement répondu non et lui a dit de ne plus jamais la recontacter. Mon mari et moi avons organisé une fête chez nous une fois. Une seule. Plus jamais. Tellement de gens sont venus sans le moindre respect pour notre maison. Un type s'est disputé avec sa copine et a fini par cogner un mur dans les toilettes du bas, laissant un trou dans le placo. Quelqu'un a lancé un shot de gelée contre un mur. On ne s'en est pas rendu compte tout de suite, et le truc a lentement glissé pendant la nuit, pourrir la moquette au passage. On avait préparé de quoi grignoter pour tout le monde, truc classique de soirée. Apparemment, ça ne suffisait pas. J'ai surpris une fille en train de casser des œufs sur une assiette en papier, parce qu'elle avait envie d'œufs. Une autre idiote mettait un sac entier de pizza dans le micro-ondes, le sac complet, plastique et tout. Sérieusement? Il y avait des montagnes de snacks disponibles, pourquoi aller fouiller dans notre putain de frigo? On avait aussi précisé très clairement que s'il y avait des fumeurs, c'était dans le garage. Résultat? Des mégots partout dans la maison. C'était un chaos total. Plus jamais. C'est arrivé à une amie à moi. Elle et son mari ont construit un bassin à carpe-quoi dans leur jardin, un joli petit bassin creusé dans le sol, avec des pierres et une petite cascade. Ils ont aussi quelques chats. Ils partent en vacances pendant 2 semaines et confient la maison à une collègue pour qu'elle s'en occupe. Au bout de quelques jours, cette collègue passe chez eux et commence par vider tout le sac de croquettes sur le sol de la cuisine. Pas dans une gamelle, non. Directement par terre. Ensuite, elle trouve que le niveau d'eau du bassin semble un peu bas. Elle allume donc le tuyau d'arrosage pour le remplir un peu. Sauf qu'elle oublie complètement de l'éteindre en partant. Et le pire, elle ne revient jamais vérifier quoi que ce soit par la suite. Quelques jours plus tard, un voisin remarque que le jardin est complètement inondé et qu'il y a des carpe-quoi qui nagent dans l'herbe. Il coupe l'eau et essaie de sauver les poissons, mais n'y arrive pas. La plupart finissent par mourir ou s'enfuir. Heureusement, les chats à l'intérieur allaient bien. Le voisin appelle mon amie pour lui expliquer la situation. Disons simplement qu'elle n'est plus amie avec cette collègue. Et franchement, on comprend pourquoi. Le pote de mon partenaire est venu loger chez nous et a ramené son gros chien. Une nuit, le chien a complètement détruit un oreiller. Au lieu de nous prévenir, ce génie a bourré les plumes et le rembourrage dans la tête d'oreiller pour cacher le désastre. Le lendemain, il repart tranquille. Je vais laver les draps, je sors l'oreiller de sa housse, et la pièce explose littéralement en nuages de plumes. 3 mois plus tard, j'en trouve encore. Sérieusement. Des plumes dans les coins, dans les livres, même dans les vêtements. On se moque beaucoup de lui pour ça, à juste titre. Mais attendez, parce qu'un mois plus tard, Kevin revient. C'est le fameux pote. Il revient pour leur draft de fantasy football. Tous les gars de la ligue sont en ville, donc on héberge 2 d'entre eux chez nous, Kevin, et un autre qu'on va appeler Paul. Je les connais depuis la fac, tout va bien, ça devrait être sympa. Sauf que ce samedi-là, c'était aussi un grand jour pour moi. J'avais commencé à courir pour la première fois de ma vie 1 an plus tôt,
et j'avais suivi un entraînement intensif de 6 semaines pour participer à une course de 15 km ce jour-là. La course se passe super bien, je suis éclaté, je passe le reste de la journée affalé. De leur côté, les gars sont dehors, golf, bière, paris sur le golf, encore plus de bière. Ils rentrent à la maison à toute vitesse pour se changer et repartir vers un resto spécialisé en ailes de poulet qui propose des offres spéciales pour les drafts fantasy. Je suis là quand ils arrivent, et je fais connaissance avec un autre membre de leur ligue, Mick, pote d'enfance de Kevin. Un peu pompette, mais sympa. On parle de course, ils s'entraînent pour un marathon dans 2 semaines. Ils repartent, je vais me coucher. Ils rentrent plus tard complètement déchirés, rien d'anormal jusque-là. Mick va dormir sur un des canapés, il est clairement trop bourré pour conduire. Mon partenaire part prendre une douche dans notre salle de bain, qui est accessible seulement via notre chambre. Je suis déjà au lit, à moitié endormi, quand quelqu'un défonce la porte de notre chambre et fonce dans la salle de bain. C'est Mick. Il se met à vomir, dans le lavabo. Pas dans les toilettes, juste à côté. Non, dans le putain de lavabo. Mon partenaire est sous la douche en train de hurler « le toilette », MIC, le toilette, et Kevin et Paul débarquent pour aider. Leur idée de l'aide ? Essayer de pousser les ailes de poulet dans les canalisations. Genre, comme si on avait un broyeur à déchets dans notre salle de bain. Spoiler, on n'en a pas. Finalement, ils finissent par retirer les morceaux à la main dans un sac poubelle. Moi, toujours au lit, dos tourné, à faire semblant de dormir pour préserver ce qu'il me reste de santé mentale. Mick se calme enfin et s'endort. Mon partenaire revient se coucher, on rigole un peu, et on commence à s'endormir. 1 minute plus tard, je vais me chier dessus, hurle Mick depuis le salon. Évidemment que tu vas te chier dessus, Mick. Il le guide en urgence jusqu'aux toilettes, cette fois il les utilise correctement. Tout va bien, non ? Non. 15 minutes plus tard, on est réveillé par une dispute dans le salon. Mick, encore lui, voulait vomir dans la buanderie. Il était en train de s'approcher de ma machine à laver, que je venais tout juste de finir de payer, en mode « ça va, c'est de l'eau, c'est connecté au tout à l'égout, c'est comme des toilettes, non ?» Mick, ton raisonnement est techniquement structuré. Mais c'est non. Il a plaidé sa cause comme un vrai avocat, parce qu'il en est un, et je dois avouer qu'il était presque convaincant. Mais non. On l'a viré de là et il a vomi dans les vraies toilettes. Après cet épisode, on l'a retrouvé dans le garage, assis dans le noir, parce qu'il se sentait mal accueilli. Le lendemain matin, il est parti avant que quiconque ne se réveille et a envoyé un message passif-agressif à mon partenaire pour s'excuser. Merci Kevin d'avoir ramené ton pote. On s'en souviendra longtemps. Quand j'avais environ 4 ans, une amie de la famille, que nous appelions tante Janie, même si elle n'était pas de la famille, m'a offert un lapin en peluche qui portait un pyjama. Nous vivions à l'époque dans une maison vieille de plus de 100 ans, et mes parents avaient retrouvé les descendants de la famille d'origine qui y avaient vécu. On s'était très vite liés d'amitié avec eux. Ce lapin, je l'ai tout de suite adopté. Il avait le pelage blanc comme neige, alors je l'ai appelé Sugar. Sugar, c'était mon pote, mon confident, mon acolyte. Je lui racontais tout. En tant qu'enfant de militaire qui déménageait chaque année, j'avais rarement le temps de me faire des amis durables, alors Sugar a comblé ce vide. On passait des heures à regarder ensemble l'aquarium que ma mère m'avait offert. Je mettais mon petit fauteuil à bascule juste devant et pour moi, c'était mieux que n'importe quel dessin animé. Puis on a déménagé à Altu, Oklahoma, le trou du cul du monde, honnêtement. La fille d'à accent grave côté ne m'inspirait pas confiance, mais elle avait un trampoline, et à 4 ans, ça fait réfléchir. Elle est d'abord venue chez nous, pour faire connaissance. Sugar était, bien sûr, avec moi en mission reconnaissance. Elle m'a demandé si elle pouvait voir mon lapin. J'ai hésité. Pouvais-je lui faire confiance ? Est-ce que ça valait le trampoline ? J'ai fini par me dire que sur notre terrain, à Sugar et moi, il ne pouvait rien arriver.
Je n'avais pas fini de lui tendre Sugar qu'elle l'a arraché de mes mains, lui a arraché les 2 bras et l'a littéralement éventré de haut en bas. C'est l'une des premières fois dans ma vie où j'ai ressenti une vraie douleur. Un déchirement, au sens propre comme au figuré. Heureusement pour moi, j'avais une chirurgienne de premier ordre à la maison. Ma mère a passé un bon moment en salle d'eau, aussi connue sous le nom de table à manger, pour réparer Sugar, point par point, avec un sérieux digne d'un hôpital militaire. Il m'a mis une claque derrière la tête parce que j'ai dit un truc qui ne lui a pas plu, chez moi. Et ce n'était pas une tape amicale, non, il m'a vraiment frappé fort. Je me suis retourné, je l'ai attrapé par le menton et je lui ai dit de ne plus jamais me manquer de respect comme ça, sinon on aurait un vrai problème. Ce n'était pas une scène de film, c'était juste une réaction instinctive. T'es chez moi, tu ne me touches pas comme ça. Et après ça, il a eu le culot d'aller dire à ma copine de l'époque que j'allais devenir un mec violent, qu'elle devrait me quitter. Pas sous le coup de l'alcool ou de la colère, non. Le lendemain, sobre, dans mon dos. C'était mon cousin. On était proches. Aujourd'hui, je garde le contact au minimum pour éviter le drama familial, mais il n'a plus jamais eu ma confiance comme avant. Peut-être que j'ai un peu surréagi sur le moment, ou peut-être pas. Mais je suis un adulte, c'était chez moi, et je ne tolère pas ce genre de manque de respect. Et franchement, c'est pas le geste en lui-même qui m'a le plus blessé, c'est la trahison qui a suivi. Il y a quelques années, j'avais emménagé dans une nouvelle ville, à une centaine de kilomètres de ma ville natale, pour aller à la fac. Un jour, juste avant de partir en cours, je reçois un appel d'un ami proche. Il vient de prendre de l'acide, et dans un train direction ma ville, et me demande s'il peut venir chez moi pour se poser et fumer un peu. C'était un bon pote, j'étais un étudiant pourri, alors forcément, je dis oui. Je vais le chercher à la gare et on rentre à l'appart, que je partageais avec 2 colocataires, toutes les 2 des filles. Au début, tout se passe bien. On fume quelques joints, on mate un peu de South Park, ambiance tranquille. Une de mes colocs commence à préparer à manger pour tout le monde, on mange, puis elle retourne à la cuisine pendant que je vais aux toilettes. Quand je reviens, je le trouve dans la cuisine, face à ma coloc, qui est visiblement mal à l'aise. Il est planté devant la seule sortie de cette cuisine assez étroite et commence à lui demander, de façon directe, brutale, si elle veut coucher avec lui. Et il insiste. De plus en plus. Elle refuse, clairement, mais il continue. Je l'attrape immédiatement par le col, je le tire en arrière et le pousse hors de l'appart. Je lui dis qu'il retourne chez lui, que je vais le remettre dans un train direct. J'ai appris plus tard qu'il avait fait une grosse crise psychotique ce jour-là, qu'on lui avait ensuite diagnostiqué une schizophrénie, et qu'il avait entamé une thérapie lourde. J'ai quitté le pays peu après, donc je n'ai pas tous les détails. En revenant plus tard, mes colocs en reparlaient. Elles ont été incroyablement compréhensives, elles m'ont dit que ça allait, que rien de grave ne s'était passé, qu'elles avaient géré. Et c'est vrai, elles étaient vraiment solides. Mais malgré tout, je ressens encore aujourd'hui une forme de culpabilité. C'est moi qui l'ai fait venir. C'est moi qui ai ouvert la porte à ce moment-là. Même si je l'ai sorti de là dès que j'ai vu ce qu'il se passait, c'est un souvenir qui me colle à la peau. Je vis sur un bateau, un ancien cargo construit en 1924, converti en habitation dans les années 50. Mais ça reste un bateau, hein, et on navigue avec chaque été. La toute première chose qu'on dit à nos invités, c'est d'économiser l'eau, parce qu'on a des réservoirs à remplir, et surtout, ne rien jeter dans les toilettes. Pas de papier, pas de mouchoir, rien. La plomberie est bien plus étroite que dans une maison, et nos cuves à eaux usées ne gèrent pas du tout les matières cellulosiques. On a des poubelles littéralement partout. En gros, si ça n'est pas passé par ta bouche, ça n'a rien à faire dans nos toilettes. Et pourtant, certains ne comprennent pas. Ou s'en foutent complètement. Un jour, des gens sont venus avec leur enfant en bas âge. Le gamin avait besoin d'être changé,
ce qui en soi n'est pas un problème. Mais la mère, au lieu d'utiliser la poubelle qui était à littéralement 20 cm, a balancé la couche sale et les lingettes humides directement dans les toilettes. Malgré le panneau, malgré ce qu'on avait dit en arrivant. Le lendemain, tout le système était en rade. Plus de toilettes. Tout était bouché, cuve, pompe, tuyaux. En plein été. On a dû démonter tout le circuit sanitaire à la main, dans la chaleur, avec les odeurs. Autant vous dire que ces gens-là n'ont jamais été réinvités à bord. Ce n'était pas chez moi, mais on organisait une soirée chez une amie, appelons-la H. Étage H, cette légende, avait passé la journée entière à cuisiner toute seule un festin de Thanksgiving. Dinde, accompagnement, tarte, tout le bordel. Elle s'était donnée à fond, et je dois dire, c'était absolument délicieux. Le seul truc qu'elle n'avait pas eu le temps de préparer, c'était la farce. Alors elle demande si quelqu'un peut en apporter. Un gars se propose la veille. De lui-même. Important de garder ça en tête. Le jour J arrive. Toute la bouffe est prête, tout est posé sur la table, tout le monde a faim, sauf que Monsieur Farce n'est pas encore là. 10 minutes de retard. Bon, on patiente. Puis on reçoit un appel, il est en route, il a récupéré la farce et arrive. On se dit, ok, il a dû l'acheter quelque part, c'est chaud mais c'est pas grave, on va survivre. Il débarque. Et là, il sort une boîte de farce en poudre. Pas cuite. Pas préparée. Rien. Juste une boîte de stuff top ou l'équivalent. On le regarde, un peu interloqué, et on lui demande « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça ?» Sa réponse ? « Bah, je peux la préparer, non ?» À ce moment-là, je pense que tout le monde dans la pièce a eu envie de lui coller une claque synchronisée. H, fatiguée mais polie, a fini par la préparer elle-même, mais ça se voyait qu'elle était furieuse. Et franchement, y a de quoi. Tu proposes d'apporter un truc, tu le fais pas, et tu files le boulot à celle qui a déjà tout cuisiné. Depuis ce jour, on lui donne zéro responsabilité quand on organise quoi que ce soit. Il demande pourquoi on lui fait pas confiance. On lui dit juste, va te farcir. À la fac, mes 4 potes et moi avions loué une maison, et à nous 5, on connaissait assez de monde pour organiser des soirées plutôt énormes, du genre 150 à 200 personnes, toutes plus ou moins des connaissances. On faisait confiance à notre cercle, donc on laissait même nos chambres ouvertes pour que les gens puissent s'y poser tranquillement. Les premières soirées se passent sans souci, jusqu'au jour où l'un de mes colocs ramène un type, qu'on va appeler Chris. Ce putain de Chris. Évidemment, c'est le coloc avec le pire radar à boulets qui le fait entrer dans notre vie. Premier incident, des potes font la queue pour les toilettes et me disent qu'il se passe un truc louche à l'intérieur. Je tape sur la porte. Chris sort avec une fille, l'air agacé, et me dit « J'arrive pas à me concentrer avec tout ce boucan. » Je lui réponds « Parfait, arrête tes conneries. » Mais ce n'est pas fini. Un peu plus tard, un de mes colocs le chope en train d'emmener une fille complètement hors service dans sa chambre, vide à ce moment-là. La fille n'était clairement pas en état de consentir à quoi que ce soit. Il les vire illico et dit à Chris de dégager de la maison. On pense que c'est réglé. Mais, non. Ce tocard avait décidé de rester. Ma chambre, elle, était un peu planquée, et j'avais exprès empilé plein de trucs devant mon lit pour éviter que qui que ce soit ne l'approche. Mais apparemment, ce mec n'a aucune limite. Quand on finit par le retrouver, ce dégénéré est allongé dans mon lit. Et comme si ça ne suffisait pas, en se redressant, il renverse une canette de bière entière sur mes oreillers et mon matelas. J'ai des rituels un peu rigides quand il s'agit de mon sommeil, donc ça m'a complètement déréglé pendant plusieurs jours. J'ai dû me retenir de toutes mes forces pour ne pas lui démonter la gueule sur place. Ce mec a résumé à lui seul pourquoi on a arrêté de laisser les portes ouvertes. Il y a environ 2 ans,
j'ai organisé une petite fête de Noël avec quelques amis de la fac. L'une d'elles est arrivée en retard, accompagnée de son nouveau copain qu'on ne connaissait pas encore. L'idée, c'était de le rencontrer dans un cadre sympa. Sauf qu'ils avaient déjà bien picolé avant d'arriver, et le mec était complètement bourré. En moins de 10 minutes, il était tellement bruyant, lourd et insupportable que plusieurs de mes invités de la première heure voulaient déjà partir. Ambiance. En raccompagnant certains à l'extérieur, je découvre que le mec a garé sa voiture n'importe comment, en travers du trottoir, bloquant littéralement mon portail. J'étais déjà bien agacé, mais quand je suis rentré, je l'ai trouvé affalé sur mon canapé, en train de dormir. Il était tellement bourré qu'il s'était effondré là. J'ai essayé de convaincre mon ami de le réveiller, et sa réponse a été un magnifique « il se lèvera pas maintenant ». Un haussement d'épaule. Comme si c'était pas son problème. J'étais furieux. Mais bon, c'était les fêtes, et j'ai décidé que ça ne valait pas une embrouille ce soir-là. Donc je les ai laissés roupiller sur le canapé pendant que j'essayais de sauver le reste de la soirée pour les invités encore présents. Quelques heures plus tard, une fois presque tout le monde parti, je dis à mon ami que là, c'est vraiment le moment de réveiller son mec et de rentrer. On les accompagne dehors, et là, surprise, la voiture ne démarre pas. Le mec s'acharne dessus pendant un bon quart d'heure. Il tourne la clé, ouvre le capot, marmonne des trucs, mais rien à faire. Et là, sans me demander quoi que ce soit, mon ami lui dit qu'ils vont juste redormir chez moi. Comme ça? Comme si c'était la chose la plus normale du monde. Il était 3 heures du matin. En décembre. Sous la pluie. Je n'avais plus d'énergie pour discuter. Donc on passe les 45 minutes suivantes, tous les trois, à pousser son putain de pick-up pour le sortir du trottoir et le garer à peu près correctement. Ils sont toujours ensemble. Moi, je n'organise plus jamais de fête de Noël. Un été, pendant que ma famille était partie dans le nord, ma meilleure amie de l'époque m'a demandé si elle pouvait utiliser ma piscine avec une autre de nos amies proches. J'ai accepté sans trop réfléchir et je lui ai même dit où trouver la clé de la maison. Je pensais qu'elles allaient juste nager un après-midi, se détendre un peu et repartir. Mais quelques jours plus tard, j'ai découvert qu'elle avait organisé non pas une, mais 3 fêtes dans ma maison pendant mon absence. Elle ne m'avait rien dit, pas même un message. Ma grand-mère, qui passait de temps en temps pour arroser les plantes, est tombée en plein milieu d'une de ces soirées. Elle m'a appelé aussitôt, complètement dépassée par la situation. La maison était dans un état catastrophique. Il y avait des taches d'eau de javel dans l'herbe du jardin, comme si quelqu'un avait essayé de nettoyer quelque chose ou de cacher une trace. Le linge de table de la cuisine avait été abîmé par de l'eau de bong, et il y avait des morceaux de verre brisés un peu partout, jusque dans le couloir du haut. Des bouteilles vides traînaient encore sur les rebords des fenêtres, et quelqu'un avait même laissé une serviette trempée dans l'évier de la salle de bain. Je n'ai jamais reçu d'excuses. Elle a juste fait comme si de rien n'était. On n'a plus jamais été amis après ça. Un membre de la famille est venu passer les fêtes chez nous et est resté quelques jours à la maison. Jusque-là, tout semblait normal. On l'avait accueilli avec gentillesse, on lui avait préparé une chambre, et on avait essayé de la mettre à l'aise autant que possible. Mais à notre retour, ma femme a rapidement senti que quelque chose clochait. Cette parente est venue lui parler en toute décontraction, et sans aucune gêne, elle lui a demandé pourquoi elle possédait autant de maquillage alors qu'elle ne s'en servait pratiquement jamais. Elle a ensuite précisé qu'elle avait fouillé dans notre chambre, qu'elle avait ouvert nos tiroirs et qu'elle était tombée par hasard sur toute la collection. Et comme si cela ne suffisait pas, elle lui a demandé si elle pouvait garder certains produits. Pas juste emprunter, non. Elle voulait qu'on les lui donne. Elle avait même déjà mis de côté quelques articles qu'elle trouvait jolis ou inutiles pour nous. Ma femme est restée un instant sans voix. On avait à peine eu le temps de remettre un pied dans la maison qu'on découvrait déjà que notre intimité avait été complètement piétinée. Ce n'était plus simplement de la curiosité, c'était un manque total de respect. Depuis cet épisode,
on réfléchit sérieusement avant d'accueillir qui que ce soit sous notre toit. Une amie s'était proposée de garder la maison pendant que je partais pour un long week-end. Rien de compliqué, elle devait juste passer 2 fois en 5 jours, vérifier que tout allait bien et arroser les plantes. Elle m'avait assuré que ce serait fait sans problème. Mais en réalité, elle est passée une seule fois, le jour même de mon départ. Et au lieu de s'occuper de ce qu'on avait convenu, elle a simplement débranché mon frigo, et elle est partie. Quand je suis rentré, l'odeur dans la cuisine était insoutenable. Chaque fois que j'ouvrais la porte du frigo, j'avais la nausée. Tous les aliments à l'intérieur avaient pourri, des liquides s'étaient échappés des emballages et stagnaient au fond, les parois étaient couvertes de moisissures. On aurait dit qu'un animal était mort à l'intérieur. Je l'ai appelé immédiatement pour lui demander ce qui s'était passé. Sa réponse a été aussi absurde que rageante, elle m'en voulait parce que son nouveau copain m'avait trouvé mignon. Je précise que j'étais en couple, avec une femme, et très loin d'avoir le moindre intérêt pour son mec. Un mec que je connaissais à peine, d'ailleurs, et qui ne m'a jamais inspiré la moindre confiance. Elle avait donc saboté mon frigo par jalousie. Je ne lui ai plus jamais adressé la parole après ça. Honnêtement, il m'a fallu tout mon self-control pour ne pas aller lui dire ma façon de penser en face. Je ne suis pas du genre à chercher la bagarre, mais là, elle avait sérieusement dépassé les limites. Je ne me souviens plus exactement qui c'était, mais c'était un membre de la famille. Mon fils avait environ 2 ans à l'époque, et il avait déjà l'habitude de se débrouiller tout seul pour prendre un fruit. Il allait jusqu'au comptoir, choisissait une pomme ou une orange, retirait l'étiquette, allait la laver, puis il la mangeait ou la pelait, selon le fruit. Ce jour-là, alors qu'il lavait tranquillement son fruit, un invité s'est approché de lui a pris le fruit des mains et lui a dit qu'il était trop jeune pour se servir tout seul. J'ai immédiatement expliqué que je lui avais appris à se débrouiller, que c'était quelque chose qu'on encourageait à la maison, et qu'il était tout à fait autorisé à prendre une pomme s'il avait faim. Mais au lieu de respecter ça, l'invité a insisté. Ils ont dit qu'il devait d'abord demander la permission, et ils l'ont poussé à dire « s'il vous plaît » avant de lui rendre le fruit, lavé et préparé. Pour moi, c'était un manque total de respect. J'élève mon fils pour qu'il apprenne à être autonome, pour qu'il soit fier de ce qu'il peut accomplir tout seul, même si ce sont de petites choses. Chaque fois qu'il réussit quelque chose par lui-même, on voit dans ses yeux une vraie fierté, une confiance qui se construit. Et ce jour-là, quelqu'un a décidé, sans raison valable, de lui retirer cette petite victoire. De lui faire croire qu'il devait demander et attendre qu'un adulte juge s'il méritait ou non un fruit, alors qu'il avait déjà fait tout ce qu'il fallait. Ce n'est pas juste qu'il ait dû demander, c'est qu'il a été infantilisé alors qu'il faisait preuve de maturité pour son âge. C'est exactement le genre d'intervention qui peut éteindre quelque chose chez un enfant. À l'époque, on vivait dans une petite maison, alors je n'avais pas de vraie coiffeuse. Mon coin beauté, c'était une simple table installée près de la porte d'entrée, avec un miroir accroché au mur juste au-dessus. J'y laissais mes affaires du quotidien, ma brosse à cheveux, quelques élastiques, un baume à lèvres. Rien de spécial, juste l'essentiel à portée de main. Un jour, il pleuvait et on avait de la visite à la maison. Des membres de la famille de mon mari étaient venus passer un moment, et tout le monde entrait avec leurs manteaux trempés, leurs bottes humides, et un peu de chaos avec la météo. C'est là que la cousine de mon mari est arrivée, son chien trempé sous le bras. Le genre de chien qui n'avait manifestement jamais vu une serviette. Elle a repéré ma brosse sur la table, l'a prise sans demander, et s'est mise à brosser son chien encore mouillé, là, debout dans mon entrée. Comme si c'était la chose la plus normale au monde. J'étais figé. Même elle ne semblait pas se rendre compte de ce qu'elle faisait. Elle souriait, elle parlait avec les autres, pendant qu'elle passait les poils trempés de son chien dans ma brosse à cheveux. Une brosse que j'utilisais tous les jours. Je ne lui ai rien dit sur le moment, probablement parce que j'étais trop choqué. Mais après leur départ, j'ai jeté la brosse sans hésiter.
Rien qu'à l'idée de la reprendre, ça me dégoûtait. Je ne comprends toujours pas comment quelqu'un peut entrer chez quelqu'un d'autre, attraper un objet personnel, et s'en servir sur un animal mouillé comme si c'était parfaitement acceptable. Quand il est parti de la maison, il n'a même pas pris la peine de fermer la porte. Je ne parle pas de verrouiller, je veux dire qu'il n'a même pas enclenché le loquet. La porte d'entrée était grande ouverte quand je suis rentré. Depuis la rue, on pouvait voir tout l'intérieur de chez moi. Je vis seul. Une femme seule dans sa maison, avec la porte béante, exposée au regard de n'importe qui passait. Ça aurait pu être n'importe qui entre. Quelqu'un aurait pu me voler, s'installer, m'attendre. Il n'y avait plus aucune barrière entre moi et le monde extérieur. Et le pire, c'est que c'était si facile à éviter. Juste pousser la porte. Une seconde d'attention. Il n'en a rien eu à foutre. Alors oui, va te faire foutre, Ben. Ma mère avait invité une amie de la famille pour le déjeuner. Rien de compliqué, elle nous avait dit que cette amie viendrait avec son mari et leurs 2 enfants. On avait donc préparé la table pour 6, prévu assez de nourriture, et ma mère avait même cuisiné un peu plus, au cas où. Mais quand la porte s'est ouverte, ce n'était pas 4 personnes qui sont entrées. C'était 3 voitures pleines. La femme est arrivée avec son mari, leurs 2 enfants, et 2 autres familles qu'on ne connaissait absolument pas. Des enfants qu'on n'avait jamais vus couraient déjà dans le couloir, des adultes entraient comme s'ils connaissaient les lieux, posaient leurs affaires, s'installaient. Je me souviens du moment exact où j'ai vu le visage de ma mère. Elle ne disait rien. Elle souriait encore, mais ses yeux avaient changé. Il y avait cette seconde suspendue où elle les a discrètement fait passer d'une personne à l'autre, comme pour compter, pour vérifier qu'elle ne rêvait pas. C'était le regard d'une femme qui réalise que son après-midi vient d'être détourné par une absurdité totale, et qu'elle va devoir faire bonne figure avec des gens qu'elle n'a jamais invités. Elle m'a juste regardé un instant, sans parler, comme pour dire « Tu vois ça aussi, hein ?» Puis elle est retournée en cuisine, probablement pour improviser des plats avec ce qu'elle avait sous la main, pendant que ces parfaits inconnus prenaient leurs aises dans notre salon. Cette personne de ma famille savait parfaitement que j'avais des chats avant même de venir chez moi. Je l'avais précisé à l'avance, par respect, pour éviter les surprises. Elle m'avait assuré que ça ne posait aucun problème, que tout allait bien. Mais une fois sur place, dès que mon chat s'est approché d'elle, même pas de manière brusque, juste curieuse, comme le font les chats, elle a levé le pied comme si elle allait lui donner un coup. Et ce n'était pas une réaction de panique ou un geste maladroit. C'était intentionnel. Elle a essayé de frapper mon chat simplement parce qu'il s'était approché d'un peu trop près à son goût. Je l'ai vu faire et je n'ai même pas eu besoin de réfléchir. Ce genre de comportement, pour moi, c'est une ligne rouge. On ne lève pas le pied sur un animal, encore moins sur un être vivant qui vit chez moi, qui est chez lui, et qui n'a rien fait de mal. Depuis ce jour-là, elle n'est plus jamais rentrée dans ma maison. Quand elle a besoin de quelque chose, elle reste sur le pas de la porte. Et c'est très bien comme ça. Tu peux tout penser de moi, mais ne t'avise jamais de t'en prendre à mes animaux. Tu ne veux pas découvrir ce que ça déclenche. Ma sœur est venue chez moi avec son copain, et devant lui, dans mon propre salon, elle s'est lancée dans son grand discours habituel. Elle lui a expliqué que j'avais ruiné sa vie. Pas parce que j'avais fait quelque chose de concret, non. Juste parce que j'étais né 2 ans après elle. Et que depuis ce jour-là, selon elle, toute l'attention lui avait été volée. Elle a dit que c'était la cause de sa dépression. Qu'elle avait été reléguée au second plan, que tout avait changé pour elle à cause de ma naissance. Elle balançait ça devant son copain, sans filtre, comme si elle attendait qu'il acquiesce, qu'il compatisse, qu'il prenne son parti. J'étais là, à l'écouter m'accuser une fois de plus de lui avoir volé sa vie, pour une chose sur laquelle je n'ai évidemment jamais eu le moindre contrôle. Et tout ça parce que, petite,
j'avais eu des problèmes de santé. Des soucis que j'ai dû traverser, pas elle. Des traitements, des rendez-vous, de la fatigue, des trucs que j'aurais préféré ne jamais vivre. Mais pour elle, tout ce que ça représentait, c'était une distraction. Une concurrence. Elle me sortait ça depuis des années. Toujours le même récit, toujours centré sur elle. Mais là, qu'elle vienne chez moi, s'installe dans mon espace, et m'accuse encore une fois devant quelqu'un d'autre. C'était terminé. Je me suis levé, je lui ai dit clairement, tu peux te lever, prendre ton mec et quitter ma maison. Et depuis ce jour-là, elle ne repasse plus le seuil. Si à 30 ans, elle est encore bloquée sur un récit inventé pour justifier ses malheurs, c'est son problème. Mais qu'elle vienne m'accuser, moi, d'exister? Non. Pas chez moi. Pas une fois de plus. Un jour, j'avais organisé un petit barbecue dans mon jardin et, par politesse, j'avais invité mon voisin à se joindre à nous. Rien de trop formel, juste quelques hamburgers, des hot dogs, des boissons fraîches et une bonne ambiance. Il arrive, me salue à peine et me demande un hot dog, sans pain. Déjà, ok, pas de souci, chacun ses goûts, même si c'est un peu bizarre. Mais là, il prend sa saucisse et va direct vers la table où se trouvent les condiments. Au lieu d'utiliser la bouteille de moutarde comme une personne civilisée, il dévisse carrément le bouchon. Et devant tout le monde, sans gêne, il trempe sa saucisse entière dans le flacon de moutarde. Pas une petite touche, pas un coin. Il l'a enfoncé dedans comme si la bouteille était une sauce à fondue. À ce stade, il aurait aussi bien pu aller jusqu'au frigo, l'ouvrir et boire à la bouteille de lait. C'était exactement ce genre d'énergie. Zéro respect pour ce qui est partagé, zéro notion d'hygiène, et une attitude qui criait « je fais ce que je veux, c'est pas mon problème ». Personne n'a rien dit, mais les regards en disaient long. Moi, j'étais là avec mes pinces à barbecue, à le regarder ruiner la moutarde pour tout le monde, comme si c'était une scène coupée d'un mauvais sketch. Après ça, disons qu'il n'a pas reçu beaucoup d'invitations. Il y a des gens, je te jure, tu leur dis clairement que ce n'est pas le moment, qu'il n'y a rien de prévu, qu'il n'y a rien à faire chez toi, et malgré tout, ils s'invitent. Comme si ton nom n'avait aucune valeur. Cette personne en particulier m'avait littéralement imposé sa présence. Non seulement elle a décidé de venir, mais elle a aussi insisté pour que j'aille la chercher chez elle, comme si j'étais un taxi. Une fois arrivée, elle a passé l'après-midi à traîner dans mon salon avec l'air de quelqu'un qu'on a forcé à venir à un événement soporifique. Elle ne disait pas grand-chose, soupirait parfois, et regardait autour d'elle comme si elle s'attendait à trouver mieux. Et bien sûr, à un moment, elle a lâché une remarque sur la taille de ma maison. Quelque chose du genre, c'est petit, hein, ou tu n'as pas grand-chose ici, comme si elle évaluait un Airbnb à bas prix. Puis quand elle est partie, elle m'a gratifié d'un magnifique « c'était intéressant » avec ce ton passif-agressif qui dit tout sans le dire. Et ce n'est pas un cas isolé. J'en ai vu d'autres faire exactement la même chose, débarquer sans prévenir, forcer un moment qu'on ne leur a pas proposé, comme si ton espace et ton temps leur appartenaient un peu aussi. Et après, ils s'étonnent que tu prennes de la distance. Honnêtement, je ne comprends pas ce besoin qu'ont certaines personnes de s'imposer, puis de te faire sentir que rien chez toi ne leur suffit. C'est comme une invasion déguisée en visite polie. Et maintenant, quand je sens venir ce genre d'énergie, je n'hésite plus à fermer la porte avant qu'elle n'arrive jusqu'au seuil. Pendant que ma famille était en voyage à la plage pour une semaine, on avait demandé à nos babysitters de s'occuper de la maison et de nos chats. On leur faisait confiance. Ou du moins, on pensait qu'on pouvait. Mais pendant qu'on profitait du sable et de l'océan, elles ont décidé de transformer notre maison en zone de fête. Et elles n'étaient pas seules. Elles ont fait venir leur sœur, toutes au lycée à l'époque, et ensemble, elles ont organisé une soirée dont les traces nous ont accueillis bien avant d'avoir le temps de poser nos valises. Le ménage avait été bâclé, comme si elles avaient tenté de tout dissimuler sans trop y croire.
On a trouvé une brûlure de cigarette sur la moquette du salon, posée bien là au milieu, comme si quelqu'un avait écrasé son mégot sans une once de respect. Il y avait des traces de sang séché sur le mur de la salle de bain, comme un petit rappel que quelqu'un s'était blessé, ou pire, s'en fichait assez pour ne rien nettoyer. Les lits n'étaient même pas refaits correctement, les draps froissés, à peine tirés, avec cette sensation désagréable qu'ils avaient été utilisés par des inconnus. Mon père a vu rouge. Ce n'était plus une simple trahison de confiance, c'était une atteinte directe à notre maison. Il a exigé qu'on change toutes les serrures. Il a remplacé la moquette. La note s'est élevée à plus de 2000 $, et c'est elles qui ont payé. Mon père aurait pu aller beaucoup plus loin, mais je crois qu'il a décidé que la somme, à elle seule, leur ferait passer l'envie de recommencer. Je me souviens de ce qu'il a dit, calmement, une fois la colère redescendue, le pire, c'est pas l'argent. C'est le fait que quelqu'un ait osé écraser une cigarette dans le tapis de quelqu'un d'autre comme si ce n'était rien. Et franchement, il avait raison. Parce que ce geste-là, ça résume tout. Une absence totale de respect, une incapacité à voir une maison comme autre chose qu'un terrain de jeu. Elles ne sont évidemment plus jamais revenues chez nous. Mon cousin est venu chez moi avec son chien, un chiot Saint-Bernard de 75 livres, pas du tout dressé, incontrôlable, et clairement pas prêt à interagir avec des gens. Le chien a commencé à mordre. Il m'a mordu moi, il a mordu un autre cousin, il a mordu son propre maître, puis une tante, et ensuite, chose que je n'oublierai jamais, il a mordu ma grand-mère de 81 ans, au point de lui faire saigner le bras. Et comme si ça ne suffisait pas, il a fini par mordre un enfant de 3 ans. J'ai vu rouge. J'ai tiré un trait net à ce moment-là. Je lui ai dit que c'était terminé, qu'il fallait qu'il prenne ses responsabilités, qu'il dresse son chien correctement avant d'envisager de l'emmener chez qui que ce soit. Ce chien n'était pas excité ou jeune, il était dangereux, et tout ça parce que son maître refusait de faire l'effort de l'éduquer. Ce cousin, en plus, ce n'est pas n'importe qui. Il est en école de médecine, intelligent, discipliné, capable de mémoriser des centaines de pages de théories complexes, mais incapable de taper « Comment dresser un chien » sur Google et de suivre des instructions de base. J'ai dit les choses clairement, devant tout le monde, et comme c'était le favori de la famille, ça m'est retombé dessus. Personne ne revient chez moi depuis. J'ai été celle qui a fait une scène, parce que j'ai osé dire à haute voix ce que tout le monde pensait en silence, que son chien est un danger et que son ego est plus important pour lui que la sécurité des autres. Mais tu sais quoi? Je préfère une maison vide à une maison où un gamin de 3 ans se fait mordre pendant que les adultes font semblant que tout va bien. C'était un homme que je fréquentais à l'époque. Mon fils avait 2 ans et demi, et il était inséparable de son ours en peluche. Il l'emmenait partout avec lui, que ce soit à la maison, en promenade ou même pour dormir. Ça ne m'a jamais dérangé, parce que je sais que les enfants ont besoin de repères, d'objets qui les rassurent. Cet ours, c'était son refuge. Mais ce type, lui, il supportait pas ça. Il trouvait ça ridicule qu'un enfant traîne encore un jouet. Je me souviens de ce jour précis, on était sur le balcon, il faisait beau. Mon fils est venu vers nous, tout content, il voulait simplement montrer son ours à cet homme. Il le lui tend, avec ce sourire sincère que seuls les petits savent faire. Et là, sans prévenir, ce type a arraché l'ours des mains de mon fils, s'est levé et l'a balancé par-dessus le balcon. Il a dit à mon fils de grandir, que les ours en peluche c'était pour les bébés. Mon fils est resté figé, les larmes ont suivi immédiatement, et moi j'étais trop choqué pour réagir sur le moment. Ce jour-là, j'ai vu clair. Daran, t'es vraiment un connard. Même après tout ce temps, je ne peux toujours pas te voir en peinture. Et l'ours, on l'a retrouvé trempé dans la cour, mais mon fils ne l'a plus jamais regardé de la même façon. Un soi-disant ami à moi a un jour décidé qu'il allait pisser dans notre bouteille de savon pour les mains. Juste parce qu'il n'aimait pas mon beau-père. Rien d'autre, pas de raison plus profonde, pas de conflit, juste une sale impulsion complètement débile.
Quand il est revenu dans le salon, je lui ai demandé ce qu'il avait fait. Il me l'a balancé avec ce sourire de connard, persuadé que j'allais trouver ça drôle. Sauf que non, évidemment. Il s'attendait à ce que je rigole, mais moi je pensais à toutes les fois où ma mère allait utiliser ce savon sans se douter de rien. J'ai eu la nausée, et lui, il trouvait encore ça marrant. Et puis il y en a eu un autre, un type différent mais tout aussi pourri. Il avait dormi chez moi une nuit, on avait joué à la console, rien d'inhabituel. Le lendemain, ma Xbox démarre plus comme avant. Après quelques doutes, je vérifie et je réalise qu'il a volé le disque dur. Il l'a débranché et glissé dans son sac pendant que je dormais. 5 ans pour l'un, 7 pour l'autre. Et non, ils ne font plus partie de ma vie. Si c'est ce que tu te demandes, inutile de me dire encore une fois que je méritais de meilleures fréquentations. J'ai compris la leçon depuis longtemps. J'avais une amie que je n'avais pas vue depuis des années, elle vivait dans un autre état. Sans prévenir, elle a décidé de me faire une surprise en prenant un vol pour venir me voir. J'étais à peine 2 semaines après mon accouchement, encore en train de récupérer d'une césarienne. Premier faux pas, et pas des moindres. Je venais tout juste d'avoir un bébé, j'étais épuisée, douloureuse, émotionnellement à fleur de peau, et elle débarque comme si c'était le moment parfait pour des retrouvailles. Mais le pire, c'est que le reste du week-end a été encore plus absurde. Elle a passé tout son temps à draguer mon mari. Littéralement. Petite remarque, regard trop appuyé, proximité inutile. Et pourtant, c'est un mec cool, tolérant, pas du genre à se formaliser pour rien. Mais là, même lui était mal à l'aise. Il m'a pris à part à un moment pour me demander si elle allait bien ou si c'était une sorte de test bizarre. On était tous les deux dans le même état, choqués, gênés, et clairement pas prêts à gérer ça en plein postpartum. Depuis ce week-end-là, on n'a plus jamais parlé. Et honnêtement, c'est mieux comme ça. Un type que je pensais être un pote a squatté chez moi un temps. Je lui avais offert un coin pour dormir, un toit temporaire pendant qu'il remettait sa vie en ordre. Je m'étais dit que c'était pas grand-chose, juste un coup de main. Grave erreur. Le premier vrai signal, c'est quand j'ai découvert qu'il avait pissé dans mon panier à linge. Comme si c'était normal, comme si j'allais pas m'en rendre compte en ramassant mes fringues trempées. Ensuite, la facture de téléphone est arrivée. 400 $. Des appels longue distance passaient dans mon dos, des numéros que je ne reconnaissais même pas. Il avait utilisé mon téléphone comme s'il lui appartenait. Aucune gêne. Aucune excuse non plus, d'ailleurs. Et puis, il y a eu cette fois où je suis rentré chez moi et j'ai trouvé 2 inconnus complètement défoncés dans mon salon. Il avait invité des mecs qu'il avait rencontrés je ne sais où, probablement dans une ruelle, peut-être dans une station-service, et les avait ramenés chez moi comme si on était à l'auberge des cas sociaux. Tout ça s'est passé en moins d'1 mois. Et quand je l'ai foutu dehors, il m'a regardé comme si c'était moi le problème. Je vais chercher des amis à l'aéroport, pensant leur filer un coup de main comme n'importe qui le ferait. Mais à peine les valises posées dans le coffre, ils m'annoncent qu'ils comptent rester chez moi. Pas qu'ils m'ont demandé, non. Ils ont juste décidé, parce que ça leur fait économiser de l'argent. Et bien sûr, cette logique d'économie s'étend à tout le reste. Mon frigo devient leur buffet personnel. Mes bières, mon vin, mon café du matin. Ils se servent sans même demander. Et quand on sort dîner, c'est toujours la même comédie, eux prennent des plats hors de prix, des fruits de mer, des cocktails servis dans des aquariums, et moi je me contente d'une bière et d'un encas. Arrive l'addition, et là, comme par magie, tout est à diviser en 2. 50-50. Comme si j'avais dévoré une langouste entière et siphonné 3 margaritas géantes. J'ai beau lever un sourcil, expliquer calmement que j'ai mangé un truc à 10 $, rien à faire. On fait moitié-moitié, parce que soi-disant, c'est plus simple. Alors maintenant, c'est fini. Tu n'as pas d'endroit où dormir? Parfait, il y a une auberge à 20 $ la nuit au bout de la rue.
Mon canapé n'est plus une extension gratuite de ta carte de crédit. Ma sœur, mariée et censée être une adulte responsable, a pris l'avion pour venir assister au mariage de notre frère. À ce moment-là, je vivais avec lui, donc l'appartement, c'était autant chez moi que chez lui. Tout s'est bien passé pendant la cérémonie, la fête, tout le monde était content. Une belle soirée comme on en a rarement. Mon frère et sa toute nouvelle épouse partent à l'hôtel pour leur nuit de noces, évidemment. Normal. La maison est calme. Enfin, ça aurait dû l'être. Vers 3 ou 4 heures du matin, ma sœur débarque, accompagnée d'un type qu'elle avait visiblement ramassé au bar ou à l'after. Un inconnu total. Et sans rien demander, sans se poser la moindre question, elle va directement dans le lit de notre frère. Celui où il avait dormi la veille de son mariage. Et elle couche avec ce gars. Dans son lit. Comme si c'était le canapé d'une auberge bon marché. Le lendemain matin, je découvre le carnage. Le matelas est ruiné. Il y a du sang partout. Apparemment, elle avait ses règles, mais ça ne l'a pas freinée. Je suis resté figé devant la scène un moment, essayant de comprendre à quel moment tout ça avait semblé être une bonne idée dans sa tête. Et tu sais quoi? Mon frère, ce saint, ce mec trop bon pour ce monde, il a juste acheté un nouveau matelas. Pas un mot de colère. Il l'a pardonné, lui a même payé un petit déjeuner avant qu'elle reparte chez elle. Moi, je l'ai toujours pas digéré. Il y a quelques années, un pote d'un pote se retrouvait à la rue. Situation compliquée, j'ai voulu faire preuve d'un peu d'humanité. Je lui ai proposé de rester chez moi, le temps de 2 semaines, juste pour qu'il puisse souffler et trouver une solution. 2 semaines qui se sont transformées en 3 mois. 3 longs, interminables mois. Dès les premiers jours, j'ai compris que j'avais fait une erreur. Il balançait ses déchets directement par terre. Pas dans un coin, pas en douce, non, au milieu de la pièce, comme si le sol était une poubelle géante. Il marchait sur mes tapis avec des chaussures trempées de boue, sans le moindre scrupule. À chaque pas, je voyais la saleté s'enfoncer dans les fibres. L'odeur, difficile à décrire. Il puait. Constamment. Comme s'il refusait l'idée même de prendre une douche. Il avait ce mélange d'humidité, de transpiration ronce et de je ne sais quoi qui collait à l'air. Et le clou du spectacle? Il se coupait les ongles de pied au milieu du salon, laissant les morceaux voler un peu partout. Il ne ramassait rien. Jamais. Je devais faire attention où je marchais, comme si ma propre maison était un champ de mines. C'est, sans aucune exagération, la pire expérience que j'ai vécue chez moi. Depuis ce jour, j'ai pris une règle simple et définitive, plus personne ne dort chez moi. Quelle que soit la raison. J'avais un ami qui habitait au bout de la rue. On traînait souvent ensemble, il venait chez moi, j'allais chez lui, c'était devenu une routine. Au début, tout allait bien. Mais avec le temps, il a commencé à s'imaginer que ma maison était aussi la sienne. Il ne toquait même plus. Il entrait juste. Comme si c'était normal. Un jour, il est venu, a frappé pour une fois, et c'est ma mère qui a ouvert. Elle était enceinte de 7 mois à ce moment-là, déjà fatiguée et un peu essoufflée. Elle lui dit calmement qu'on ne pouvait pas recevoir quelqu'un là tout de suite, qu'on devait partir. Il n'a pas écouté. Il a carrément poussé la porte, violemment, et elle a été frappée par la poignée. Elle a essayé de refermer, mais lui forçait l'entrée, comme si c'était une sorte de jeu. Il avait une position plus favorable, et ma mère était enceinte, donc clairement en désavantage. J'ai couru pour l'aider à refermer la porte, et à 2, on a réussi à le repousser. Il a fini par lâcher, frustré. Le lendemain, on découvre notre allée couverte de jurons écrits à la craie. Des insultes un peu partout, des mots qu'aucun gamin de 10 ans ne devrait même connaître. Et ce n'était pas un incident isolé. Il y a eu d'autres moments comme ça,
où il manquait totalement de respect à ma famille, se croyait tout permis, et agissait comme un petit tyran. Pourquoi je suis resté son ami aussi longtemps? Franchement, je me le demande encore. Quand j'avais environ 8 ans, ma famille a fait un échange de maison avec une autre famille. Eux vivaient près de Londres, nous près de la côte, alors c'était une façon simple de changer d'air pour tout le monde sans trop dépenser. On a préparé la maison, rangé nos affaires, laissé des petites notes ici et là, et on est parti avec cette sensation étrange de prêter sa vie à des inconnus. À notre retour, je suis allé directement dans ma chambre. Je voulais revoir mes affaires, retrouver mon coin à moi, mes repères. Et là, je vois que mes autocollants phosphorescents ont disparu. Ceux que j'avais soigneusement collés sur mon étagère, que j'aimais regarder s'allumer doucement quand j'éteignais la lumière. Ils n'étaient pas juste décoratifs pour moi, ils faisaient partie de mon petit monde. Je l'ai appris plus tard, un des gamins de l'autre famille les avait décollés. Apparemment, ils l'empêchaient de dormir. Selon lui, ces minuscules points lumineux étaient trop éblouissants. Franchement, c'est n'importe quoi. Même à 8 ans, je savais que c'était un prétexte bidon. On dort pas moins bien à cause de quelques étoiles qui brillent à peine. C'était il y a 33 ans. Et bien sûr, comme tu peux le constater, j'ai totalement tourné la page. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.